3, 2, 1... Salut la team, comment ça va en ce samedi? Prêt pour la petite vidéo traditionnelle? Ouais, j'imagine que maintenant vous avez capté. Les mercredis, je fais des résumés, des best-of de live, quand le samedi, je fais du contenu un peu plus conventionnel, comme vous en avez l'habitude. Je sais que tout le monde n'est pas fan du format live, Crystal Ball, je l'ai lu dans les commentaires, mais essayez de voir les choses autrement et de considérer ça comme du bonus. Parce qu'en vrai, maintenant que je suis aussi sur Twitch, je ne peux pas être partout, donc c'est soit ça, soit plus qu'une seule vidéo par semaine sur YouTube. Et ce serait dommage, je trouve, parce que tout le monde ne va pas sur Twitch, et je trouve ça intéressant de diffuser au maximum mon contenu sur le maximum de plateformes. Mais bref, ne vous en faites pas, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, parce que là, back to the basics, en mode coast to coast. Et le sujet du jour, justement, vous l'avez choisi sur Twitch mercredi, comme quoi elle est utile cette plateforme. Non seulement c'est vous qui me l'avez proposé en live, mais ensuite vous l'avez plébiscité par vos votes. Yes, vous avez été hyper nombreux à me demander ce que je ferais, moi, si j'étais GM aux Blazers pour entourer au mieux Damian Lillard. Parce que ouais, autant mettre les pieds dans le plat, si j'étais un des dirigeants de la franchise de l'Oregon, hors de question qu'il parte le meneur de jeu. Donc voilà, vous avez capté l'idée, let's go dans le nord-ouest des États-Unis pour repenser cette franchise du sol au plafond. C'est parti pour imaginer que faire pour entourer au mieux Damian Lillard à Portland. Allez, ceux qui me connaissent le savent, généralement, avant de commencer, j'aime bien situer le contexte, planter le décor. À Portland, on ne peut que dire que la saison a été compliquée, c'est dommage. Au début de la campagne, on avait un CJ McCollum assez énorme, qui partait pour faire le meilleur exercice de sa carrière. Sauf qu'il s'est blessé au pied assez vilainement au bout d'à peine 13 matchs. Ouch. On peut parler d'Yusuf Nurkic aussi. Le pivot est talentueux, c'est indéniable, mais sa santé est ultra fragile. Cette saison n'a pas fait exception. Au bout de 12 matchs, lui aussi s'est pété, avant de ne faire son retour que fin mars. Et pour couronner le tout, Zach Collins, lui aussi, était à l'infirmerie, et allait manquer toute la saison. Ça fait beaucoup là, non? Damian Lillard s'est alors retrouvé bien esselé pour porter Portland. Enes Kanter et Carmelo Anthony sont bien là, eux, pour l'aider à marquer des points, mais en défense, on est proche du trou noir. En termes de defensive rating, c'est simple, les Blazers sont purement et simplement dans le top 4 des pires équipes de la ligue. Robert Covington, irréprochable dans le domaine, recruté justement pour son apport de ce côté-là du terrain, a beau faire de son mieux, ça ne suffit pas, il ne peut pas à la fois défendre au périmètre et fermer la raquette. À Portland, la défense s'apparente à un saloon, dans lequel tout le monde peut rentrer à sa guise, sans même montrer sa carte d'identité. Heureusement qu'il compensait en attaque, enfin, au moins en surface. Si l'on regarde la stat du offensive rating, tout va bien, la team est dans le top 3 de la ligue et est capable d'affoler totalement les compteurs. Mais si l'on creuse un peu plus, on se rend compte que les Blazers sont l'une des 10 pires équipes dans le ratio assist par possession, c'est pas top. Forcément, quand on voit ça, on est obligé et on se pose des questions sur le fond de jeu. Dans un premier temps, ça confirme qu'une grosse majorité de points est scorée par des talents individuels assez fous, et ça c'est plutôt bien. C'est vrai que pour jouer en ISO, Damian Lillard, CJ McCollum et Carmelo Anthony ont des qualités assez fantastiques. Mais est-ce qu'on peut vraiment gagner des titres en ne défendant pas et en se reposant essentiellement sur l'isolation? Je vais la faire brève, non. Pourtant, mine de rien, grâce notamment à un Lillard taille patron, Portland n'a pas coulé. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, bien sûr que tout n'a pas été simple, mais quasiment toute la saison, les Blazers sont restés bien placés dans la course aux playoffs. Il faut dire aussi que Dame s'est comporté en killer, 6 fois il a atteint ou dépassé la barre des 40 points, atteignant même celle des 50 face aux Pelicans. Et même s'il a eu un petit coup de mou en avril, ce ne fut pas trop grave. McCollum et Nurkic avaient fait leur retour, tandis que Norman Powell, acquis à la deadline, montait en puissance. Puis ouais, aussi on ne va pas lui en vouloir, on peut comprendre cette baisse aussi du côté de Dame. Il était vraiment temps de souffler un peu et de passer le relais à ses potes pour éviter de finir complètement carbonisé. Ça lui a permis de se recentrer et de finir la saison en trombe pour éviter le play-in et permettre aux Blazers de décrocher le 6ème spot à l'ouest. Au vu des aléas connus dans la saison, ce fut plutôt providentiel. Surtout qu'en plus, en phase 2 pour les playoffs se dressaient les Nuggets, amputés de Jamal Murray et de Will Barton, les deux titulaires sur les postes arrière. Sans aller non plus jusqu'à dire que Portland se transformait en favori, les chances de passer un tour devenaient quand même grandes pour Damian Lillard et ses potes. Et pourtant, je vous le donne en mille, si on parle d'aujourd'hui, c'est pas par hasard, gros fail. En 6 matchs, les Blazers furent sortis par la bande à Jokic et pour la 4ème fois en 5 ans, ils ne passèrent pas un tour. Ça craint, encore une fois, Lillard s'est retrouvé tout seul et le 5ème match, qui a représenté un tournant, fut vraiment significatif. Malgré une perf à 55 points du meneur qui enchaînait shoot clutch sur shoot clutch, Portland a fini par s'incliner après 2 prolongations, ça fait mal. La fin du match fut d'ailleurs assez révélatrice des soucis des Blazers. Entre le dunk raté de Covington et le pied sur la ligne de McCollum dans les moments les plus décisifs, difficile de ne pas être critique en ce qui concerne le supporting cast. Mais en vrai, je ne veux pas non plus leur jeter la pierre à 100%. Jusque-là, Lillard avait tellement tout fait tout seul que les gars étaient froids et avaient presque pris l'habitude de le regarder faire. Quand il se retrouve soudainement responsable du ballon dans le money time, normal qu'il panique, j'ai envie de dire.
Alors est-ce qu'on doit accuser Dame pour ça, de ne pas être assez partageur? Non, je ne pense pas, du moins pas directement. Lui, il fait ce qu'on lui demande, et bouillant comme il était, il aurait eu tort de se priver de mettre le feu. Par contre, le coach Terry Stotts, peut-être, aurait dû réussir à impliquer davantage les autres, que ce soit dans ce match ou même plus globalement dans toute cette série. Un joueur, aussi bon soit-il, ne remportera jamais des titres seul, et Michael Jordan en est l'exemple parfait. Alors que sous Doug Collins, il battait tous les records individuels possibles, les Bulls butaient toujours sur plus fort qu'eux en post-season. C'est finalement les arrivées de Phil Jackson, de Tex Winters et de l'attaque en triangle qui ont poussé MJ à impliquer davantage les autres, pour permettre à la franchise de Chicago de bâtir la dynastie que l'on connaît aujourd'hui. Voilà pourquoi, après 8 ans de bons et loyaux services, Terry Stotts fut le premier fusible qui a sauté à Portland. Il fallait du changement pour satisfaire Damian Lillard, il n'y avait plus le choix, et Damian Lillard justement, parlons-en. Depuis toujours, le meneur a construit son image, sa marque de fabrique, même sur sa loyauté. Il ne s'est jamais gêné pour critiquer les joueurs qui rejoignaient des super teams, préférant lui prendre exemple sur un Dirk Nowitzki. Je respecte énormément ce que Dirk a fait, je me vois comme lui car je sais ce qui lui a importé au fond. Avec sa fidélité, il a gagné le respect de la ville de Dallas et de toute la ligue, c'est comme ça que je vois les choses de mon côté. Bien sûr, ce discours a toujours plu aux fans parce qu'il est extrêmement respectable. Entre son attitude et son niveau de jeu exceptionnel, le meneur a réussi à faire grimper la hype autour de lui, à vitesse grand V. Le gars est tellement parfait pour les fans, en plus de ça, il se débrouille très bien dans le rap avec les albums qu'il a sortis. En pleine bourre depuis quelques années, le voilà désormais sur la cover de NBA 2K21, une consécration. Tout ça c'est excellent en termes d'image, il n'y a aucun doute, mais Damian Lillard, qui approche doucement des 31 ans, ne mérite-t-il pas mieux à Portland? Ne serait-il pas en train de gâcher son prime dans l'Oregon? Visiblement lui aussi se questionne. Dernièrement, dans un post Instagram supprimé depuis, il citait Nipsey Hussle en se demandant combien de temps pouvait-il rester dévoué jusqu'à ce que la bonne occasion se présente. Le signal est fort, malgré toutes ses promesses, Dame est frustré et il veut mettre la pression sur ses dirigeants. Lors des interviews de fin de saison, dans un premier temps, il a refusé de parler de son avenir, sous-entendant que rien n'était acquis finalement. Un peu plus tard, il s'est exprimé assurant que les choses devaient changer pour que le futur puisse correspondre à ses ambitions. Je ne sais pas quel changement nous devons opérer, mais de toute évidence, nous ne sommes pas assez bons. Nous avons perdu face à une équipe à qui il manquait 2 titulaires. Nous n'arrivons même pas à gagner une série contre une équipe décimée. Comment voulez-vous qu'on gagne un titre? Le message, visiblement, a été capté et le premier à sauter, comme on l'a dit plus tôt, ce fut Terry Stotts. Est-ce que ça suffira? Est-ce que ça ne suffira pas? Impossible de le dire pour le moment. Alors commençons par évoquer le domaine du coaching avant de passer au reste. Stotts, il a fait de belles choses globalement en participant aux playoffs cette fois, en 8 ans arrivé je pense en fin de parcours avec cette team. Malgré le respect qu'il a obtenu de ses joueurs, ses systèmes en fin de match parfois surprenants, disons-le comme ça, questionnaient et subissaient de grandes critiques dans la presse. Son licenciement aujourd'hui n'a rien d'étonnant, et Damian Lillard, même s'il était très proche de lui, semble l'accepter sans problème. Voilà pourquoi il n'a pas perdu une seconde pour faire un appel du pied, même pas déguisé à Jason Kidd, qui était le coach qu'il voulait pour remplacer Stotts à Portland. Il faut dire que l'assistant des Lakers est originaire d'Oakland, comme Dame, mais que ce dernier l'a beaucoup vu jouer, l'a même idolâtré dans sa jeunesse. Sauf que réclamer l'arrivée d'un coach de la sorte, ça ne se fait pas trop dans les coutumes NBA. Franchement, je n'ai même pas le souvenir que des LeBron, des KD ou qui vous voulez se soit déjà permis d'intervenir de la sorte dans le processus de recrutement d'un tacticien. Après, on le sait, hein, à Portland, Lillard c'est le boss, donc pourquoi pas au final, ça ne me choque pas tant que ça. Le joueur n'a d'ailleurs jamais caché que chaque été, il établissait des listes de joueurs pour donner des conseils pour le recrutement à ses dirigeants. Pourquoi dans ce cas-là, si c'est accepté, ne pas le faire concernant le coach aussi? Moi ça me va. Sauf que le souci vient plutôt de l'autre côté, apparemment, et du fait que ça a été fait si publiquement. Je ne sais pas si Jason Kidd s'est senti gêné par une telle approche, ou s'il avait d'autres projets, mais il a poliment décliné l'invitation. Il faudra donc aller voir ailleurs. Donc selon Vosges, les candidats principaux aujourd'hui sont Chauncey Billups, Jeff Van Gundy, Juwan Howard et Mike D'Antoni. À cela, j'aimerais ajouter Kenny Atkinson, Becky Hammon et Ime Udoka dont les profils semblent intéressants. Mais surtout, je veux évoquer le cas David Vanterpool. Assistant aux Blazers de 2012 à 2019, le tacticien à travers les années a noué une relation très étroite avec Damian Lillard avant de partir il y a 2 ans dans le Minnesota. Dame a toujours expliqué à quel point la présence de l'assistant à ses côtés l'avait aidé à devenir le leader qu'il est aujourd'hui. De plus, et c'est bon à savoir, Vanterpool a décidé là de ne pas prolonger aux Wolves. Sa réputation n'est désormais plus à faire, et pour lui, il est maintenant temps de step up, il veut devenir head coach. Honnêtement, à mes yeux, le fit irait super bien avec ses Blazers. Imaginez un coach rookie déjà respecté par le groupe, qui forcément donnera tout tactiquement pour montrer qu'il est à la hauteur, ça peut apporter un vrai vent de renouveau, et côté Portland, tout le monde s'en sortirait gagnant. Avec son expérience en Europe et dans différentes ligues américaines, à différents postes, le tacticien de 48 ans en a vu des choses. Au vu de ce que j'ai lu sur ses bases tactiques et son leadership, je n'ai quasiment aucun doute sur le fait qu'il sera au niveau. Voilà pourquoi, à première vue en tout cas, il serait sans aucun doute ma cible numéro 1 pour remplacer Terry Stotts. Sauf que Lillard, qui n'est pas avare en parole en ce moment, a annoncé que sa préférence irait vers Chauncey Billups, ancien meneur des Pistons
notamment aujourd'hui assistant aux Clippers, why not aussi hein. Au vu de son gros passif en tant que meneur de jeu, du leadership il en aura je pense, et à la manière de Vanterpool à mon avis il voudra prouver. Donc même si à la base il ne serait pas mon option 1, peut-être que si ça contentait définitivement Lillard, j'irais d'abord voir là-bas. On le sait à Portland, de toute façon souvent ce que Dame veut, Dame l'obtient. Donc soyons-en conscients, il y a de grandes chances que Billups finisse par être interviewé par les Blazers s'il est intéressé par le poste. Sachant qu'en plus de ça, ce dernier a pu construire des liens forts avec le GM Neil Olshey il y a une dizaine d'années du côté des Clippers, cela appuie encore plus une potentielle place de favori. Pour conclure en tout cas sur cette place de coach, je me dis que Vanterpool, Billups, peut-être quelqu'un d'autre, peu importe. À mon sens, il faut un vent nouveau après Stotts, un leader charismatique qui puisse apporter sa patte et penser à défendre un petit peu. Il faut quelqu'un de super motivé, qui ait vraiment très à cœur l'idée de faire step up cette team. J'aimerais également que le nouveau tacticien, ou la nouvelle tacticienne, puisse faire confiance aux jeunes un peu. Dans cet effectif, on a des gars comme Nasir Little ou Anthony Simons, qui je pense ont plein de talent, mais qui jusque-là n'ont peut-être pas obtenu toute la confiance qu'ils méritaient par le coaching staff. Donc j'en demande beaucoup, hein, c'est sûr, mais l'idée c'était de dresser le profil idéal selon moi, et le voici. Et pour être franc, je pense que Chauncey Billups ou David Vanterpool pourraient tous les deux tout à fait correspondre. Alors le coach, voilà, quelle que soit la direction, on le sait que ça va changer, mais parmi les joueurs, est-ce qu'on va vraiment pouvoir prôner la continuité? Déjà, en termes de recrutement, il faut savoir qu'à Portland, la marge de manœuvre est très fine. Il n'y aura pas de first pick pour cet été et quasiment aucun cap space. Damian Lillard et CJ McCollum ont tous les deux signé de grosses extensions. Certains dossiers, comme ceux de Yusuf Nurkic, de Carmelo Anthony ou de Norman Powell, sont très chauds aussi, on en parlera plus tard. Mais moi je veux commencer par CJ McCollum, qui à mes yeux est la clé de cette intersaison dans l'Oregon. Comme on l'a dit plus tôt, avant de se fracturer le pied, l'arrière avait commencé sa campagne 2020-2021 en mode Superman. Alors qu'il tournait à 23 points par match et plus de 40% de réussite à 3 points, je m'attendais même à ce qu'il chope sa première sélection All-Star en carrière, bravo pour ça. Sauf que bon, le basket, je ne vous apprends rien, enfin j'espère, ce n'est pas un sport individuel. Pour qu'une team fonctionne, il faut une alchimie, une complémentarité, une cohésion. Et quand vous mettez Lillard et McCollum à côté, il n'y a pas quelque chose qui vous choque vous. Avec eux, nous avons deux arrières undersize, qui ont de vraies limites en défense, qui aiment créer balle en main mais aussi scorer. Pour schématiser en gros, tout ce que McCollum fait, Lillard le fait en mieux. Et les failles de Dame, CJ est incapable de les compenser. En termes de complémentarité au sein du backcourt, on peut imaginer mieux, non? Plutôt que de jouer ensemble, j'ai eu l'impression, notamment chaque saison, que c'était un peu du chacun à son tour en mode isolation. Je le répète, même quand on a un talent individuel de ouf, l'ISO c'est pas souvent un basket qui fait gagner des titres, ou même passer des tours de playoff. Alors que là c'est un peu la crise du côté de Lillard, et qu'à Portland on a vraiment envie de garder ces deux gars ensemble jusqu'à la fin de leur contrat, c'est-à-dire en 2024. Si le but c'est d'aller au bout, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. En plus de ça, McCollum en playoff a été décevant dernièrement. Moins impliqué parce que Lillard était au sommet, ça va ensemble, il a vu toutes ses stats, ou presque baisser. Ça ne m'étonnerait donc pas du tout qu'on cherche à le transférer cet été, car mine de rien, il peut avoir une certaine valeur sur le marché. Perso, si j'étais GM, c'est ce que je ferais en tout cas, j'essaierais de voir qui je peux avoir en échange. Donc là, je me suis posé, j'ai réfléchi et je me suis dit que la priorité, ce serait d'obtenir en contrepartie un poste 3 ou un poste 4 qui puisse défendre et écarter le jeu. Je veux un mec qui puisse aider Robert Covington à compenser les failles de Lillard. Je veux aussi d'un mec qui puisse scorer mais qui n'a pas forcément besoin du ballon pour exister. Là, j'ai pris la trade machine et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, évidemment, c'était d'aller toquer à la porte des Bucks. Knock knock! Who's there? Sur le tapis, direct, je leur dirai que je veux Chris Middleton. Bon, ça me paraît très chaud qu'il le lâche comme ça, mais sait-on jamais. Si Milwaukee se fait encore éliminer prématurément en playoff, il faudra peut-être réfléchir à changer des choses de leur côté aussi. Là-bas, des profils de défenseurs, ils en ont à la pelle, mais des dynamiteurs offensifs comme McCollum, ça court beaucoup moins les rues dans le Wisconsin. En cas de choc cette année encore à Milwaukee, ça pourrait peut-être apporter un vent nouveau dans ce groupe. Mais bon, soyons honnêtes, même si j'essaierai, si je tenterai le coup, je n'y crois pas énormément non plus. Déjà, les Bucks sont encore en compétition, face aux Nets actuellement, donc on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. De plus, et c'est important, Middleton est très aimé à Milwaukee, et ce qu'il apporte est primordial. Voilà pourquoi, même si je n'hésiterai pas à poser la question, je ne suis pas certain qu'un tel trade puisse avoir lieu. Donc vu que je n'y crois pas vraiment, il me faut un plan B, pas le choix. Et là, je vais vous le dire, dans ce qui me paraissait réaliste, je n'ai pas non plus trouvé des masses de choses qui me conviendraient. Peut-être que je tenterai le coup avec Jeremy Grant, mais ça m'étonnerait que dans le Michigan, on veuille construire autour de CJ McCollum. Alors je suis parti du côté du Canada, et j'ai pensé aux Raptors, aux dinosaures. Un Siakam, par sa longueur et sa dimension athlétique, pourrait faire
énormément de bien, je pense, à ces Blazers, autant en attaque qu'en défense. C'est vrai que je ne l'aime pas trop en tant que franchise player, en tant que go-to guy, mais en tant qu'option 2, comme c'était le cas avec Kawhi en 2019, je le trouve létal. Pour moi, il n'a pas vraiment les épaules suffisantes pour assumer d'être ciblé tous les soirs par les défenses adverses, ça s'est vu cette saison. Par contre, avec la gravité qu'engendre Lillard, des espaces il en aurait. Se faire oublier, faire un cut et aller scorer dans le dos de la défense, Siakam sait le faire, très bien même. En termes de fit et de complémentarité, pour moi, y a pas à bégayer, c'est mieux que CJ. À Toronto, je me dis qu'on regrette peut-être d'avoir donné trop vite les clés au Camerounais. Avec le contrat qu'on lui a donné, mais aussi celui qu'on a offert à Van Vliet, les dirigeants des Raptors ont désormais les mains un peu liées. Avec le potentiel départ de Kyle Lowry à la free agency, en plus, ne serait-il pas temps de tenter autre chose? Alors pourquoi ne pas essayer de placer CJ McCollum en franchise player? Individuellement, il a le level. Je ne garantis pas forcément d'un succès immédiat, mais à mon avis, il faut tenter des trucs dans le Canada, maintenant. Cette idée ne me déplairait donc pas tant que ça, d'un côté comme de l'autre. Donc je sais pas, j'essaierai de creuser cette piste, peut-être en rajoutant des assets du côté de Toronto ou du côté de Portland, parce que ça ne me semble pas tant irréaliste que ça. Du coup, imaginons que ça se fait et on serait déjà pas mal. J'aurais Damian Lillard à la main et Robert Covington et Pascal Siakam en tant que forwards. Pour ce qui est des qualités athlétiques et de la défense, au périmètre ou dans la peinture, je pense qu'on est déjà armé pour entourer Dame. Mais maintenant, il faut compléter mon 5, à commencer par le poste 2. Et là, je n'irai pas voir bien loin, je vous le dis. Je ferai tout pour re-signer Norman Powell. Cette saison, Stotts l'a utilisé au poste 3 pour faire un trio d'arrière avec Lillard et McCollum. À mon sens, c'était pas forcément la meilleure idée du monde. Powell, à la base, est un shooting guard qui apporte, je pense, beaucoup de choses qui manquent à côté de Dame. Dans son profil, pas de doute, il répond exactement aux besoins. Il est un joueur très agressif qui peut exister sans la balle, driver, partir en contre-attaque et défendre même plutôt correctement. En termes de scoring aussi, on a un client. Rappelez-vous de son match 4 face à Denver, le mec avec 29 points a littéralement pris feu. C'est cool, mais le souci c'est que là il a une player option à 11 millions. En d'autres termes, c'est à lui de décider s'il veut rester ou non. Et vous voulez que je vous dise, à mon avis, il va la décliner son option. Powell peut intéresser des équipes comme Dallas, New York, Miami, San Antonio, et je pense qu'il n'y a pas de doute, il pourrait toucher plus que ses 11 millions annuels s'il teste le marché, il aurait donc tort de se priver. Mais est-ce que ça veut dire que Portland est totalement hors course pour le re-signer? Non, clairement pas. Vu qu'il a ses bird rights, les Blazers resteront l'équipe qui pourra lui proposer le meilleur deal, et à mon avis, il ne faudra pas lésiner. Ce que Powell veut, il faudra lui offrir, quitte à exploser le cap. Parce que ouais, sans ça, il ne resterait qu'une mid-level exception à 9 millions pour le remplacer. Croyez-moi, à ce prix-là, on ne trouvera personne à son niveau. Donc Powell, pour moi, c'est réglé, ça reste. Parlons de Nurkic maintenant, parce qu'il nous faut un pivot aussi, un pivot dur si possible. Nurkic, pour moi, correspond exactement à ce qu'il faut. Bien sûr qu'il a des pépins réguliers physiques et c'est embêtant. Pour ça, à Portland, on ne pourra que croiser les doigts. Sauf qu'il est un guerrier, et un pivot qui donne ses tripes sur le terrain, qui assure en pick and roll et qui fera au moins le minimum en défense. Son contrat n'est pas garanti, mais il y a moyen à Portland de le prolonger pour la saison prochaine à 12 millions. À ce prix-là, je pense, ça ne se refuse pas, quitte une nouvelle fois à voir le cap totalement exploser. Ouais, avec un 5 composé de Lillard, Powell, Covington, Siakam et Nurkic, on atteint déjà la limite à mon avis. Tout dépend de la somme qui sera dépensée pour prolonger Powell. Puis si on ajoute les jeunes que sont Simons, Little et Elebi, ça y est, la marge de manœuvre est complètement annihilée. Pourtant, il va m'en falloir d'autres des role players, même si, comme je le disais plus tôt, j'espère que Simons et Little auront un vrai rôle. Ouais, il faudra les utiliser parce qu'à mon avis, ils pourront apporter de vraies choses en sortie de banc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'effectif, il faudra aussi faire avec Derrick Jones Jr., je pense. Comme Norman Powell, il dispose d'une player option, lui aussi, qui s'élève de son côté à 9 millions et demi. Au vu de sa saison plutôt décevante où il a même fini hors de la rotation, ça m'étonnerait fort qu'il puisse revendiquer un tel contrat ailleurs. Alors s'il veut du temps de jeu, peut-être qu'il partira, mais ça m'étonnerait. En NBA, on privilégie souvent les ronds, et je peux le comprendre. Attendez-vous donc à ce que Derrick Jones Jr. reste au moins une année de plus dans l'Oregon. Là, financièrement, ça commence vraiment à piquer, surtout que je pense qu'il faudra continuer à recruter. Mais pas le choix de toute façon. Si tu veux satisfaire Damian Lillard et guérir sa frustration, la luxury tax, tu vas aller la payer. Heureusement, Jody Allen, la veuve de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, du fric elle en a. Et elle va devoir le lâcher, je pense, ça fait partie du jeu. Puis faut en profiter maintenant aussi, parce qu'à Portland, la fanbase est fidèle, notamment grâce à Damian Lillard. La salle est souvent pleine et ça remplit les caisses, donc let's go, ces sous-là, il faut aller les dépenser, même si ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'à tout ça, il va probablement falloir ajouter 7 millions de dollars de qualifying offer pour Zach Collins, afin de densifier le secteur intérieur. Le pivot a manqué quasiment l'intégralité de la saison à cause d'une blessure, mais s'il revient en bonne santé, il pourrait faire une doublure intéressante et prometteuse de Youssouf Nurkic du haut de ses 23 ans. Alors encore une fois, voilà un gars que j'aimerais garder. Et si des teams le veulent en tant qu'agent libre restreint, j'essaierai probablement raisonnablement de m'aligner. Tu la vois venir la luxury tax, Jody ?
Parce que ouais, cette taxe elle arrive à grands pas, sûrement trop d'ailleurs pour espérer re-signer Carmelo Anthony ou Enes Kanter. Je ne dis pas qu'ils ne pourraient pas apporter, notamment en attaque, mais juste que des sous pour eux il n'y en aurait plus. Il faut faire des choix, c'est comme ça, donc bye bye les gars et merci pour les services rendus. Mais j'aurais quand même encore des trous dans mon effectif et pour les boucher il ne me resterait plus que la free agency. Là, à part une exception et des contrats minimum, je n'aurai plus rien à offrir. Alors mon but maintenant ce sera de trouver des soldats pour la rotation, des mecs pas chers qui me feraient du bien. Du coup, parmi les agents libres, j'ai ciblé 3 gars qui pourraient me paraître intéressants. D'abord Torrey Craig dans le costume du 3&D, j'essaierai de lui filer mon exception. À l'ouest, on n'a jamais assez de gars qui peuvent mettre leur corps en opposition face à des joueurs comme LeBron James, Kawhi Leonard ou Luka Doncic. Craig correspond totalement à ce genre de profil, dur au mal et motivé. Je tenterai donc de le convaincre de rejoindre l'équipage. Ensuite, on l'a dit, l'un des soucis c'était la circulation de balles, et un meneur vétéran ça fait toujours du bien. Je filerai donc le minimum à l'Australien Matthew Dellavedova. Lui aussi est un chien qui peut défendre et être agressif. Derrière Lillard, à mon sens, c'est ce qu'il faut. Et on l'oublie vite en fait, parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'infirmerie, mais il n'a que 30 ans. Cette saison, même s'il n'a pu jouer que 13 matchs en raison d'une blessure, il a tourné avec Cleveland à quasiment 5 passes par match en à peine 17 minutes de temps de jeu, c'est fort. Alors je ne dis pas que c'est lui qui va révolutionner l'équipe, mais dans la rotation, dans un profil différent d'Anthony Simons, je me dis que ça peut être bien. Ensuite, pour densifier le secteur intérieur, je tenterai le coup avec Gorgui Dieng, toujours au minimum, de toute façon je n'ai rien d'autre. Le pivot est un défenseur intelligent, discipliné, qui avec sa longueur peut tout à fait protéger le cercle, un secteur dans lequel j'aurai de vrais besoins. De plus, maintenant qu'il met quelques triples, on peut même l'utiliser au poste 4, franchement en tant que rotation ça fera très bien l'affaire. Et là, mine de rien, on a un effectif intéressant je trouve, qui paraît bien mieux fité avec Dame que celui que Portland possédait cette saison. Ici on a beaucoup de longueur, de la défense, des qualités athlétiques, du scoring, un peu de jeunesse et surtout tout plein de gars qui peuvent profiter des espaces et briller sans le ballon, c'est parfait. En vrai c'est tout ce que j'espérais pour capitaliser sur les qualités de Damian Lillard mais aussi compenser ses failles. Alors par contre ok, calmons-nous, je ne dis pas qu'en assemblant tout ça, ça va forcément remporter un titre. Calmons-nous aussi, je ne suis pas GM et de ma place là derrière la caméra c'est bien trop facile de donner des conseils sur le papier, la réalité est souvent bien plus compliquée. Mais là ce que je voulais faire, après l'avoir fait pour Miami la semaine dernière, c'était donner un exemple et prendre des joueurs pour illustrer. Et à mon sens pour au moins passer quelques tours de playoff, c'est tout à fait vers ce profil d'équipe que Portland aurait intérêt à se diriger. Voilà pour ce qui est de mes idées pour entourer Damian Lillard, voilà pour ce qui est de mon 60e Coast to Coast. Vous en pensez quoi vous de cette équipe que j'ai construite? Donnez-moi une note sur 10 dans les commentaires qui inclut à la fois le réalisme et les performances, ça m'intéresse. Et tant qu'à faire aussi, lâchez-vous, dites-moi vous comment vous l'entoureriez ce Damian Lillard, ça aussi ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit, je vous le rappelle, si vous voulez m'entendre parler NBA encore plus en profondeur, je vous donne rendez-vous encore et toujours sur Twitch. J'y suis entre 2 et 3 fois par semaine, et lundi soir, comme tous les lundis, à 21h30, il y aura un gros stream encore. Donc je vous attends là-bas, et pour patienter, afin de ne rien manquer, il n'y a qu'une seule solution. Follow me. Yes, suivez-moi sur Twitch, la MIF, pour recevoir toutes les alertes. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Je vous préviens, je vais être vigilant, et tous ceux qui ne feront pas ça, je les transformerai en KFC. Pourquoi en KFC? Je sais pas, mais c'est comme ça. Et pour le soutien encore plus fort, vous connaissez, c'est sur Tipeee que ça a lieu. Venez faire des dons, ça me permettra d'acheter des gros buckets pour 4, comme je kiffe, merci d'avance. Et non, ce n'est pas un placement de produit pour KFC malheureusement, même si j'aimerais bien. Par contre, si vous connaissez là-bas quelqu'un qui me fasse un chèque, à très vite.